disséminés dans les couloirs. Les amis, s'il vous plaît, je vous demande de vous installer. Je souhaiterais qu'on puisse commencer cette séance. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Putain, il est où, Greg? Voilà. Yes. Non, mais je vais le faire. Pour partager. Bien, allez, chers collègues, démarrons cette... S'il vous plaît, parce qu'en plus cette salle résonne considérablement, elle va bientôt être refaite, ce qui atténuera ses nuisances. Bien, le quorum est atteint. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux, bonsoir à celles et ceux qui sont au fond de la salle au titre du public. Rappelez que le quorum de cette séance est à 27 et que chaque élu peut disposer d'un pouvoir. Vous rappelez évidemment que ces séances sont retransmises sur Facebook avec, comme l'avait annoncé Melinda au précédent conseil, la traduction instantanée de la parole. Voilà, donc nous en sommes assez fiers. Vous dire au titre des informations, puisqu'elle est importante, que conformément aux dispositions de l'article R181-44 du Code de l'environnement, l'arrêté préfectoral, pardon d'être un tout petit peu précis, numéro 2023, bref, machin truc, parce que c'est un peu long, du 7 mars, autorisant l'établissement public Île-de-France Mobilité à exploiter un dépôt de bus situé rue Désir-Prévost sur la commune de Bondoufle, est présenté pour information. Vous l'avez sur table avec un exemplaire de l'arrêté qui a été joint au Conseil. Vous informez également, c'est important, même si nous n'avons pas encore un calendrier précis, ça vaut peut-être le coup de commencer à le noter dans les tablettes, que dans le cadre des élections sénatoriales, il y a beaucoup d'élus nouveaux autour de cette table qui ne sont pas encore rompus à la pratique de cette élection tout à fait particulière, donc je vais quand même en dire un petit mot, puisque c'est important. Les élections sénatoriales, a priori, ça devrait être validé définitivement sous peu, mais a priori devraient se dérouler le dimanche 24 septembre prochain. Je vous rappelle, mais vous le savez, que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect dans chaque département par un collège de ce que l'on appelle des grands électeurs, qui est composé de sénateurs, de députés, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux et de délégués des conseils municipaux. Et évidemment, en Essonne, il s'agira de réélire 5 sénateurs. Le conseil municipal va donc devoir procéder à l'élection de ces délégués municipaux en juin. Il est probable que cette date, qui sera imposée à toutes les communes de France, la moitié, puisque le Sénat est renouvelable par moitié tous les 3 ans et non plus par tiers tous les 3 ans sur 9, comme ce fut le cas par le passé. Donc la moitié du pays sera convoquée à un conseil municipal le même jour, partout, pour désigner, c'est comme ça que ça se passe, pour désigner ces fameux délégués. Et probablement ce conseil municipal sera convoqué le 9 juin au soir. On vous le précisera évidemment, c'est la préfecture qui décide de cette date, ce n'est pas nous, et partout dans l'Essonne en l'occurrence, puisque nous renouvelons tous nos sénateurs en Essonne, ce sera le même jour. Le nombre de délégués pour une ville comme la nôtre, Ivry-Courcouronnes, qui au recensement est à 66 106 habitants, sera donc porté au nombre de 53.
les 53 qui siègent autour de cette table. Et il conviendra d'élire des délégués supplémentaires. A priori, ça reste à confirmer, c'est la préfecture qui nous confirmera le chiffre. 45 délégués plus 22 délégués suppléants. Ce qui laisse d'ailleurs, tout le monde comprenne bien la mécanique, le corps électoral de l'élection sénatoriale n'est donc pas encore désigné et pas encore arrêté. Les modalités de vote pour la désignation de ces délégués suppléments aura lieu sans débat, au scrutin secret, au cours donc de cette séance dédiée, mais dont normalement le quorum et les pouvoirs devraient obéir aux dispositions habituelles que nous avons. Il me semble que ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc ça reste à vérifier, puisqu'il y a 5 ans de mémoire, il n'y avait pas de pouvoir, il fallait absolument être présent. Donc c'était très complexe, donc on vous précisera ça quand la préfecture nous en aura donné les informations. Donc à date, notez dans vos calepins un conseil municipal probable le 9 juin, des élections sénatoriales où vous serez appelés à aller voter en préfecture de l'Essonne. Il n'y aura qu'un bureau de vote, enfin c'est plusieurs bureaux de vote en fonction, je crois que c'est d'ailleurs par ordre alphabétique il me semble en préfecture, mais un seul bureau de vote en lieu physique, c'est en principe le réfectoire de la préfecture en général. Voilà pour ce point important d'information. Jordan, je te propose de procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous, notamment à ceux qui nous regardent dans la salle et en live. Nous commençons avec Farida Amrani. Elle est en retard. Donnez pouvoir à Monsieur Seridji. Diarra Badiane. Alban Bakari. Mélinda Bayol. Stéphane Baudet. Présent. Fadila Bendoula. Pouvoir à Gérard Giannetti. Samir Benamara. Pouvoir à Monsieur Garnit. Pétroline Béraud. Michel Bonafous. Pouvoir à Lucas Mélin. Carmel Bonnet. Myriam Boubel. Corinne Bourgeois. Jean Caron. Pouvoir Ronan Fleury. Henri Catalifo. Pascal Cochebray. Henri Chaillot. Pascal Chatagnon. Présent. Sandrine Chaumont. Francis Choix. Pouvoir Pascal Chatagnon. Rémi Courteau. Absent. Yvan Couvida. Philippe Dardillac. Mara Delmé-Gilbert. Pouvoir à Corinne Bourgeois. Nebia Diakité. Najwa El Haïté. Ronan Fleury. Rafik Garni. Gérard Giannetti. Natacha Gérard. Jean-Baptiste Gras. Lorraine Anna. Dioulaba Injai. Stéphane Journet. Fatoumata Koueta. Claude-Emmanuel Maisonnaf Couterou. Dominique Marquet. Abdoulaziz Mbaye. Lucas Mélin. Freddy Nsondé. Agnès Omer. Daniel Ovono. Sabine Pellerin. Pouvoir Pétroline Béraud. Marie-Thérèse Plot. Olivier Potokar. Pouvoir à Yvan Couvida. Edwige Priska. Pouvoir Monsieur Mbaye. Pierre Pro. Jordan Schwab, présent. Azedine Seridji. Henri Simenou. A donné pouvoir à Madame Amrani, mais ça n'est pas possible puisqu'elle n'est pas encore arrivée. Tania Tiaing. Daniel Valero. Présente. Virginie Villemain. Et Mehdi Zegouf. Pouvoir à Claude Maisonneuve Couterou. Merci Jordan. Le quorum est donc atteint. Je vous propose d'approuver le procès-verbal de la précédente réunion. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Vous indiquez qu'il n'y a pas eu de questions orales ni de vœux, mais que nous aurons, c'est assez exceptionnel pour être souligné, une motion commune à tous les groupes de ce conseil municipal que nous aborderons en fin de séance relative à la réforme des retraites. Vous indiquez que, évidemment, ce sera indiqué au compte-rendu post-séance, que pour le point numéro 8, adhésion aux associations d'élus, je ne prendrai pas part au vote puisqu'il s'agit de notre renouvellement d'adhésion à l'Association des maires d'Île-de-France dont je suis président, et qu'au point 10, Pascal Cochebray, puisqu'il s'agit de l'approbation d'un contrat de bail commercial, ne prendra pas part au vote. Vous indiquez également de bien vouloir avoir la gentillesse d'accepter 2 délibérations qui sont mises sur table, qui seront rapportées en fin de séance par Pascal Chatagnon, puisque nous avons été invités à 2 moments importants à l'étranger avant l'été dans le cadre de la ville apprenante de l'UNESCO. Nous avons déjà envoyé des représentants de l'administration ne nécessitant pas de délibération et nous souhaitons que la ville soit représentée et en Moldavie et en Corée
Et puisque nous n'aurons pas de conseil municipal d'ici ces 2 dates programmées, nous avons reçu l'invitation cette semaine, nous proposons de rajouter ces points à l'ordre du jour aujourd'hui pour pouvoir valider la capacité d'y participer. Vous les avez normalement sur table, me semble-t-il, ça a dû vous être distribué et c'est évidemment Pascal qui les rapportera juste avant les décisions du maire. J'en viens maintenant aux communications du maire. Rassurez-vous, elles ne sont pas très longues ce soir. Je sens un soupir de soulagement collectif. Je reviens donc au quasi-lendemain de la précédente séance, c'est-à-dire le 11 février, avec le week-end de clôture du Club Agora, avec un dernier débat en début d'après-midi sur l'exemplarité des sportifs, venant après le finissage de la magnifique exposition de portraits tirés de l'ami Moïse Fournier à l'espace Simone Signoret. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, ma chère Danielle, nous recevions ensemble le collectif de défense du centre de santé des Épinettes, l'occasion évidemment de constater collectivement que ni eux ni nous n'étions des magiciens pour produire davantage de médecins que le pays n'en forme, mais la volonté commune, partagée, que de chercher des solutions nouvelles. Le 15 février, après la remise d'un bouquet de fleurs à Odette, une centenaire en pleine forme qui crapahute dans ses escaliers, j'allais à la rencontre des commerçants d'Evry Sud avec Pascal Cochebray, plus particulièrement du bras de fer, pour faire le point sur l'impact des travaux. Très vite, nous avons mis en œuvre des réglages et des ajustements pour limiter au maximum les nuisances indéniables liées à ces énormes travaux et nous sommes bien sûr vigilants au quotidien. Le 16 février, matinée consacrée à l'avancée de nos projets d'aménagement avec nos partenaires, puis direction le Foyer Club pour le repas anniversaire de l'Union des retraités d'Evry, ce qui me permet d'avoir une pensée pour notre ami Pierre Maz, quelque peu en souffrance en ce moment, et d'avoir également une pensée, j'aurais dû le faire au moment de l'appel, bien entendu pour Francis Choix, après l'annonce publique de sa maladie qu'il a faite il y a quelques jours, tout notre soutien collectif. J'en reviens à ce 16 février, tout au long de l'après-midi, j'ai procédé avec les équipes de la ville et de Grand Paris Aménagement aux auditions d'architectes qui donc candidatent à l'aménagement du dernier lot résidentiel, à savoir le lot appelé UX-VX de la ZAC du centre-ville. Et puis ensuite, une soirée de travail avec d'abord un bureau municipal, puis un dîner avec mon homologue de Rissorangis, où nous avons, avec les élus, abordé les enjeux notamment du SCOT de l'intercommunalité. Le 20 février, j'ai procédé, comme je le fais régulièrement, au rappel à l'ordre d'un jeune avec ses parents, notamment dans le cadre de RIX. Prochain rendez-vous de ce genre d'ailleurs est demain après-midi. Puis je me suis rendu au gymnase Adélaïde et à l'espace Pierre-Nicolas, organisé l'activité foot en salle très prisée pendant les vacances scolaires. Le 21 février, réunion de travail sur la révision du plan local d'urbanisme avec Michel Bonafou, puis déjeuner avec le président de l'agglomération Grand Paris Sud pour passer en revue nos très nombreux dossiers. Un après-midi consacré ensuite à la direction régionale et départementale du groupe La Poste, l'occasion pour moi de rappeler avec une extrême fermeté quelques principes élémentaires dans la façon de travailler entre une collectivité et une grande entreprise de service public. Et croyez-moi, les choses ont été dites. En fin de journée, je me rendais avec les élus du quartier du village au dispositif de concertation installé rue Emmanuel Pastré pour recueillir l'avis des riverains de cet axe que la ville va entièrement rénover dans les prochains mois, qui s'est conclu le soir même d'ailleurs par une réunion publique qui a validé le projet. Le 23 février, matinée qui restera gravée dans ma mémoire puisque j'ai vu mon ami Roland Castro pour la dernière fois de son vivant, trônant fièrement au cœur de son atelier, à son bureau d'ailleurs, son atelier de Ménilmontant, entourant de ses fidèles collaborateurs pour qui j'ai à nouveau une pensée. 15 jours après ce dernier rendez-vous de travail, il disparaissait et j'ai eu l'immense honneur, nous n'étions que 5, donc c'était un immense honneur, de lui rendre hommage, un dernier hommage public lors de ses obsèques au Père-Lachaise le samedi 18 mars dernier. Direction ensuite Place Vendôme pour rencontrer avec Michel Bisson toute l'équipe dirigeante de LSGI-SCC, les entités respectivement propriétaires et gestionnaires du centre commercial Evry 2. L'occasion de cranter des évolutions majeures de notre partenariat à horizon court terme avec l'inauguration à l'automne prochain du SPOT, puis à moyen terme sur un partenariat renouvelé pour renforcer davantage encore la dimension loisir de notre centralité commerciale. Notre prochain conseil municipal, pas celui sur les sénatoriales, mais celui d'après, aura ainsi à se prononcer sur des évolutions symboliques d'importance quant à la dénomination d'équipement public majeur de notre centre-ville.
Le 2 mars, après quelques jours de congé, je reprenais mes activités municipales par un nouveau rappel à l'ordre d'un jeune et de sa famille. Je me permets de le rappeler parce que ce sont des éléments importants aussi de notre quotidien que ces rencontres avec ces jeunes et leurs familles pour leur faire prendre conscience des risques qu'ils encourent et qu'ils font évidemment encourir. Le 7 mars, comité de pilotage de l'OPA des Honnêtes avec Sandrine Chaumont et la préfète déléguée pour l'égalité des chances, qui nous a quittés depuis, devenue préfète de la Creuse et remplacée par un nouveau préfet délégué à l'égalité des chances, que j'ai d'ailleurs reçu lundi en visite dite de courtoisie, puis ensuite un bureau communautaire à l'agglomération. Le 9 mars, avec Mehdi Zeghouf, je recevais Pierre Ngaé, nouveau directeur de l'IUT, pour faire le point sur ses projets quelques mois après son élection, puis une soirée de travail en format de bureau municipal. Le 10 mars, je recevais le nouveau procureur de la République, M. Grégoire Dulin, avant une série de réunions avec la direction générale et le cabinet. Le 11 mars, à nouveau moment particulièrement émouvant, je remettais les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite à mon homologue de Saint-Michel-sur-Orge, la très chère Sophie Rigaud. Une cérémonie émouvante, comme rarement il nous est donné d'en vivre, et nombreux dans cette salle ont pu, comme moi, en profiter. J'en ai vu quelques-uns, la larme à l'œil. L'après-midi fut consacré à visiter de très nombreuses animations sportives et associatives, notamment celles portées par la ville et ses partenaires, autour du mois des droits des femmes, que nous sommes très fiers d'organiser et de porter haut ici à Évry-Courcouronnes durant tout le mois de mars. Du 14 au 16 mars, traditionnel déplacement annuel à Cannes pour le salon professionnel du MIPIM. Comme chaque année, je m'y rends au titre de l'agglomération pour rencontrer nos partenaires économiques, investisseurs et promoteurs, qui réalisent ou veulent réaliser des projets sur notre territoire. Encore une édition riche en rendez-vous, promoteurs. Clairement, notre ville est désormais identifiée comme un secteur de développement, alors que le contexte économique général tend à la morosité, notamment dans le secteur immobilier résidentiel, en raison de la remontée des taux d'intérêt. Mais incontestablement, notamment en matière de biotech, notre Génopole est de plus en plus attractif. J'y reviendrai. Après plusieurs réunions de travail avec les services municipaux, j'ai reçu la présidente de notre Conseil citoyen local de la laïcité pour un point d'étape en profondeur sur les acquis et les fragilités de cette instance de participation citoyenne. D'un commun accord, nous avons convenu de suspendre des activités de cette instance le temps de réfléchir collectivement à comment mieux porter les défis qui frappent le quotidien de nos habitants, peut-être plus encore à Évry-Courcouronnes qu'ailleurs. Je veux notamment parler du vaste et complexe sujet des discriminations qui, comme vous le savez, a donné lieu ces derniers mois à une vaste enquête menée par la ville en lien avec l'université. Un travail véritablement scientifique qui va donner lieu prochainement à un cycle de restitution. Cette pause nous est apparue nécessaire pour déterminer comment articuler au mieux la réaffirmation, qui se doit d'être permanente, du principe fondamental de la laïcité et la prise en compte de la réalité des phénomènes subis par une proportion significative de notre population, en premier lieu celui des discriminations. Le sens de cette démarche a fait l'objet d'un courrier que j'ai co-signé avec Agnès Omer à chaque membre de ce conseil. Vous l'avez d'ailleurs sur table en copie. Et dans les prochaines semaines, je saisirai les différents groupes du conseil municipal pour travailler à une instance renouvelée en charge de se saisir de la restitution de cette vaste enquête que j'évoquais à l'instant pour proposer d'ici quelques mois un plan d'action que nous souhaitons partager. Le 18 mars, avec Mehdi Zeghouf et Myriam Boubel, nous avons, d'autres élus aussi, notamment ceux du département, eu le plaisir d'assister à l'exposition annuelle de peinture organisée par l'association Évry Village et de remettre des prix aux artistes les plus méritants. Le 23 mars, déjeuner de travail avec les équipes du GIP et de la SEM Génopole pour passer en revue les projets du Biocluster, avant de rendre visite à 2 nouveaux commerces installés sur la commune, à savoir la boulangerie de la place Troisdorf et la boucherie du centre commercial de Petit-Bourg. En fin de journée, réunion publique d'importance à Évry-Sud, dans les locaux de la MSP Gisèle Halimi, pour présenter aux riverains les prochaines phases de très nombreux chantiers actuellement en cours au bras de fer et au parc Olière. Un dialogue toujours exigeant, mais chacun aura compris le bénéfice collectif que nous allons retirer de ces mois de souffrance. Et cette réunion, de ce point de vue-là, pédagogique, très suivie, très riche en échanges, aura été fort utile. Le 25 mars, le printemps est arrivé depuis quelques jours, cela s'est ressenti dans l'agenda du week-end, avec en point d'orgue la course à pied et la marche nordique dite Évry-Courcouronnes, et on peut même y ajouter Color d'ailleurs, dont le départ était donné ici même sur la place des droits de l'homme et du citoyen, un rassemblement toujours aussi populaire, convivial et particulièrement coloré. Le 28 mars,
Inauguration de l'incubateur L'Oréal Science Verte, j'allais le dire en anglais puisque forcément c'est comme ça qu'il se vend, en français donc dans le texte, dans l'enceinte du biocluster Génopole en présence des patronnes des équipes de recherche et de développement du leader mondial des cosmétiques. Un moment particulièrement fort et symbolique que prend actuellement notre Génopole pour élargir ses domaines de compétences toujours au service du vivant et de la transition écologique. Puis je recevais dans mon bureau le célèbre artiste et professeur Franck Senot pour, mais c'est un teasing, une œuvre qui lui a été commandée par la ville et qui sera bientôt visible de toutes et tous. Enfin, entre 19h30 et 23h, longue séance du Conseil communautaire pour l'adoption du budget primitif 2023 de notre agglomération. Le 29 mars, j'assistais au pot de départ de Jennifer Lattel, la déjà très regrettée commissaire d'Évry-Courcouronnes, avec qui la ville et sa police municipale ont eu un partenariat efficient ces dernières années. Et gageons que cette dynamique se poursuive avec son remplaçant, qui connaît bien l'Essonne, puisqu'en poste auparavant au commissariat de Juvisy. Traditionnelle permanence du maire avec les habitants ensuite. Le 31 mars, déjeuner de travail avec l'équipe dirigeante de la faculté des métiers de l'Essonne, dans leur restaurant d'application. Toujours un plaisir gustatif, mais surtout la volonté annoncée de continuer à se développer sur le territoire pour accueillir toujours davantage d'apprentis. Réponse donc dans quelques mois pour concrétiser ces perspectives réjouissantes. Puis direction le gymnase du Lac pour le forum Parcours Avenir organisé par l'agglomération Grand Paris Sud en faveur des élèves de 3e et de leurs familles afin de les orienter et conseiller pour la suite de leur parcours. Enfin, je recevais à dîner le préfet de l'Essonne et son secrétaire général pour passer en revue nos dossiers stratégiques, qu'ils soient intercommunaux ou municipaux. Le samedi 1er avril, c'était donc il y a peu, à nouveau un week-end riche d'initiatives associatives et sportives, mais l'événement phare, bien entendu, fut le carnaval de la ville qui avait pour thème cette année la nature et l'environnement. Après ces moments de fête pour les enfants et leurs familles, nos agents municipaux ont d'ailleurs pu se détendre à la soirée de l'after-carnaval qui a pris place à la salle Scholcher et qui a été brillamment organisée par l'AMAC, notre association du personnel communal, dont je souhaite à nouveau remercier, féliciter son président Thierry Ploquin et toutes celles et ceux qui l'animent. Ils font des choses formidables. Le 3 avril, je me suis rendu avec le préfet de l'Essonne au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, car notre ville fait partie des premiers lauréats du Fonds vert, institué par le gouvernement pour accompagner les collectivités dans leurs efforts pour la rénovation thermique des bâtiments municipaux. Évry-Courcouronnes a touché l'un des plus gros chèques à l'échelle de la région d'Île-de-France, à savoir 1,8 million pour financer la rénovation thermique en cours de l'école La Lanterne. Preuve s'il en est que nos services municipaux abattent un travail méticuleux de recherche de subventions indispensables à la réalisation de notre programme pluriannuel d'investissement, dont je ne cesse de rappeler sa portée historique à hauteur de 280 millions d'euros. Puis retour sur la ville pour une rencontre avec les étudiants que j'ai eu le plaisir d'animer en toute fin, mais qui a principalement d'ailleurs été animée par Mehdi Zegouf, Diarra Bagnan et Lorraine Anna. Des échanges riches et passionnants qui nous confortent dans notre volonté de révéler un centre-ville vivant, identifié et étudiant. Par la suite, j'ai reçu le nouveau préfet délégué de l'égalité des chances, je le disais tout à l'heure, M. Alain Castagnier, avant de recevoir les équipes de la Chambre régionale des comptes pour l'ouverture d'un nouveau contrôle sur la thématique, cette fois, de la transition écologique. La journée s'est conclue par un bureau municipal. Nous avons accueilli la CAF de l'Essonne, avec laquelle nous renouvelons actuellement la CTG, ou Convention territoriale globale. Aujourd'hui enfin, après L'Oréal il y a quelques jours, une nouvelle inauguration à Génopole avec cette fois-ci le nouveau site de développement et de production protéomique de la société Enalis, déjà présente sur le biocluster, mais qui ne cesse de croître. Ça tombe bien, on est là pour ça, et on était donc très fiers de marquer avec leurs équipes cette nouvelle étape de leur développement. Puis direction le gymnase du Lac pour la première journée du banquet des seniors, la seconde ayant lieu demain. Chers collègues, j'ai 2 points d'information complémentaires. Le premier, il est plutôt joyeux avec la livraison, vous l'avez sur vos tables, du premier numéro du hors-série Évry-Courcouronnes, EC, qui remplace dorénavant le magazine dans un format nouveau qui fait la part belle à nos habitants avec de très nombreux portraits, livrets
qui sera édité 2 fois par an et qui n'est pas destiné à être distribué à tous les habitants, mais plutôt à disposition dans nos équipements publics et plutôt à disposition en termes de marketing territorial de celles et ceux à qui nous devons collectivement faire connaître la ville. Je souhaite féliciter publiquement ici le service communication. C'est un travail exceptionnel, de très grande qualité, qui se départit complètement de l'actualité. On est vraiment sur des portraits de celles et ceux qui font notre ville. C'est à la fois très beau et c'est à la fois très riche. Le dernier point d'information est plutôt un point tout à la fois de contentement et de mécontentement. De contentement, puisque j'ai été ravi de constater sur les réseaux sociaux que la section du Parti socialiste d'Évry-Courcouronnes était bien vivante, qu'elle renouvelait ses instances, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie et pour la vie politique de notre commune. En revanche, j'ai un tout petit peu moins goûté le fait que ces festivités se déroulent sans aucune autorisation, et d'ailleurs de ce fait en totale illégalité, au sein de la pépinière d'entreprise Le Magellan, découvrant ainsi, y compris sur les réseaux sociaux, que l'adresse du Parti socialiste d'Évry-Courcouronnes est donc adressée dans cet équipement communautaire destiné au développement économique. Puisque cette publication est publique, puisqu'on m'invite assez régulièrement à des leçons de remontrance, à un comportement qui doit être parfaitement convenable, je souhaitais juste rappeler qu'il serait bon aussi, avant ce genre de publication, de veiller à ce que tout ceci soit exemplaire. En l'espèce, ça ne l'est pas. Je souhaite donc évidemment longue vie à cette section, évidemment longue carrière à son nouveau responsable, mais il serait bon que cette section du Parti socialiste puisse aller s'installer ailleurs que dans une pépinière d'entreprise, doublée d'ailleurs dans un local de la location par une entreprise. Comme ça, c'est dit, et c'est dit publiquement. Chers collègues, je vous remercie pour ces points d'information. Nous ouvrons donc l'ordre du jour. Point numéro 1, Freddy. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit d'approuver les projets sociaux pour les demandes de renouvellement des agréments centre social pour le centre social Brel-Brassens et l'espace vie sociale pour la maison du village pour la période allant de 2023 à 2026. Donc, comme vous le savez tous, la CAF, qui est le principal financeur, exige que nos équipements de quartier soient des lieux à vocation sociale, d'animation et d'intervention sociale concertée et innovatrice. Tout cela sous la forme d'accueillir du public, informer, accompagner, orienter, tisser le lien entre les habitants, encourager les initiatives des habitants, proposer des activités socio-culturelles et sportives. Et bien entendu, développer un réseau de partenariat local. Concernant les projets joints à cette délibération, donc les deux projets, pour celui du centre social Brel-Brassens. Alors, les plans d'action de 2023 à 2026 seront orientés sur des activités d'animation globale de coordination, à savoir avec des thématiques sur la solidarité, la citoyenneté, la laïcité, des problématiques d'ordre national et qui impactent nos quartiers. La participation des habitants contre l'exclusion et l'isolement, pour que Brassens soit un lieu pilote de développement social, une multiplication des actions soutenues dans l'allée vert, avec des actions hors les murs, et le faire avec. Un lieu, bien entendu, à vocation plurigénérationnelle, donc avec toujours le dispositif classe, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, merci Daniel, et les ateliers sociolinguistiques. Pour ce qui concerne le village, donc la maison du village, qui est une structure qui a beaucoup évolué depuis sa construction, nous avons eu depuis 2021 une préfiguration de l'agrément espace de vie sociale. Donc la demande, c'est de renouveler l'agrément pour une période de 4 ans. Donc il s'agit que ça devienne, enfin que ça continue à être un lieu de transformation de l'équipement avec un accueil intergénérationnel s'articulant sur le vivre ensemble
et la valorisation des cultures. Donc, pour ne pas trop entrer sur l'aspect financier, il est demandé d'approuver, chers collègues, les 2 projets sociaux et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le maire, à signer les conventions d'objectifs et de financement afférentes à la caisse d'allocation familiale. Merci Freddy. Y a-t-il des questions sur ce point? Gros travail de nos services, merci. Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? C'est unanime. Je vous remercie. Point numéro 2, Ronan. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous rappelle que nous avons voté notre budget au dernier conseil municipal. Nombre de collectivités choisissent de le faire un peu plus tard. Là, c'est en ce moment beaucoup de votes de budget. Donc, nous l'avons fait, mais nous n'avons pas voté les taux de fiscalité relatifs à ce budget. On avait pris des hypothèses et là, on va valider, je l'espère en tout cas, les hypothèses que nous avons prises dans le cadre de notre budget. Nous avons, et je vais vous présenter, 3 taxes qui alimentent en partie notre budget. Je dis en partie parce que la fiscalité n'est pas la seule ressource des collectivités locales, mais ça reste quand même une ressource assez importante. La première taxe par ordre de niveau de recette que je vais vous présenter et pour laquelle je vais vous proposer un taux à voter, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe rapporte à la collectivité un peu plus de 52 millions d'euros, donc c'est quand même très très loin d'être négligeable. Et vous vous en rappelez peut-être, mais nous avons procédé à l'harmonisation des taux, enfin nous sommes d'ailleurs encore en train d'harmoniser les taux qui existaient sur Évry et sur Courcouronnes, les anciennes communes avant la fusion de 2019. Et nous avons opté à l'époque pour une harmonisation sur 12 ans parce que le différentiel des taux était très important entre Évry et Courcouronnes, parce que Courcouronnes avait des bases très faibles, des bases plutôt rurales, et que la partie évrienne avait des bases urbaines, et donc des taux importants sur Courcouronnes avec des bases faibles, et des taux moins importants sur Évry, mais avec des bases beaucoup plus élevées. La loi sur la création des communes fusionnées impose la fusion des taux. Malheureusement, on n'a pas pu harmoniser les bases. C'était un grand débat à l'époque, mais de toute façon, le débat était vite clos puisque ce n'était pas possible. Donc, nous sommes dans la procédure d'harmonisation des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous avons voté, donc, au moment de la création de la commune nouvelle, un taux cible, et les taux d'Évry et de Courcouronnes se rapprochent progressivement chaque année pour que, au terme des 12 ans, les 2 parties de la ville soient soumises au même taux. Ce taux que nous avons voté, et la dernière fois que nous y avions touché, c'était en 2021, ce taux est de 44,61%. Ça, c'est le taux cible pour tout le monde à l'issue des 12 ans. Nous pouvons bouger ce taux cible si nous le souhaitons, augmenter ou le baisser. Et là, on vous propose, comme ça avait été indiqué à l'occasion de la préparation du vote du budget, de ne pas toucher cette année encore au taux que nous avons voté donc en 2021. Il restera donc à 44,61%. Juste pour information, je vous ai parlé du processus d'atterrissage des 2 taux, donc forcément différents de ce taux de 44,61%. Donc nous avons le taux d'Évry qui va passer cette année de 41,37% à 41,69%. Donc le taux évryen monte doucement, puisque là il va monter de 0,77% pour atteindre à la fin les 44,61%. Et le taux de Courcouronnes, qui était beaucoup plus haut, lui va diminuer, passer de 55,60% à 54,50%, soit une baisse de 1,98%. Voilà, c'est une progression très lente pour arriver, in fine, à ce que les 2 territoires aient le même taux de 44,61%. Retenez que nous n'augmentons pas le taux de la fiscalité sur la taxe des foncières pour les propriétés bâties cette année. Nous avons la deuxième taxe qui, elle, en termes de volume, est très faible. Je vais d'ailleurs la traiter à la fin. La taxe que je vais vous présenter, toujours par ordre de volume de recettes, c'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, vous allez me dire, c'est le retour, notamment pour les questions de taux.
puisque vous ne le savez peut-être plus, mais en tout cas, elle est éteinte, cette taxe d'habitation, en 2023 pour les résidences principales. Plus personne, en France d'ailleurs, ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. Depuis 2020, elle s'est éteinte par tiers, sans pour autant, évidemment, diminuer les recettes pour les collectivités. Certains ont voulu faire croire qu'on perdait de manière sèche la taxe d'habitation. Ce n'est pas vrai, il y a des mécanismes de compensation. Et donc, pourquoi je reparle de la taxe d'habitation aujourd'hui? Parce que nous retrouvons le pouvoir de taux sur la taxe d'habitation, notamment pour la partie qui n'a pas été supprimée, sur les résidences secondaires et sur un certain nombre de personnes morales qui ne sont pas assujetties à la fiscalité professionnelle, par exemple des chambres consulaires, des entités comme ça, qui, elles, payent la taxe d'habitation. Et les résidences secondaires, il y a quand même des résidences secondaires sur la ville, on a un certain nombre. Donc pour le coup, nous retrouvons cette année le pouvoir de taux. Ces taux avaient été gelés en 2019, on n'avait plus le droit de les modifier à compter de 2019, notamment dans cette perspective de la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc là, on pourrait modifier les taux qui existent aujourd'hui. Et il existe aujourd'hui 2 taux, parce qu'on ne les avait pas fusionnés à l'époque, puisque précisément, ils étaient gelés. Donc les taux actuels, pour Évry, c'est 18,51%, et pour Courcouronnes, c'est 20%. Là, pour le coup, le différentiel de taux sur la taxe d'habitation était très faible entre les 2 territoires, avant la création de la commune nouvelle. Nous avons aujourd'hui donc la possibilité éventuellement d'augmenter ou de diminuer ce taux, principalement sur la résidence secondaire, et nous avons l'obligation de nous décider d'une stratégie de fusion des taux. Donc on a 2 possibilités, soit on va fusionner ces 2 taux sur 12 ans ou un peu moins, ou alors on les fusionne directement cette année en une seule fois. C'est ce que nous vous proposons. Donc le taux cible calculé par les services fiscaux est de 18,54%. Donc je vous rappelle, 18,51 pour Évry aujourd'hui, 20% pour Courcouronnes aujourd'hui. 18,54 c'est le taux cible qui, si on l'applique, nous produira le même produit que l'année précédente. Voilà. Donc ce que je vous propose et ce que nous vous proposons, c'est de fusionner ces 2 taux dès cette année 2023 autour du taux de 18,54%. Dernier point pour la taxe d'habitation. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être ne vous l'ai-je pas dit, que le volume c'était 1,8 million d'euros, donc ça reste quand même quelque chose d'assez sensible. Nous avons voté avant la création de la commune, au début de la création de la commune nouvelle, et donc avec un effet sur les 2 territoires, une majoration pour les résidences secondaires de 20%. C'est-à-dire qu'en plus du taux de 18,54%, on rajoute à ce taux de 18,54% une majoration de 20%. Ça ne fait pas 38%. Hein. Voilà. Donc cette majoration qui était votée en 2019, nous vous proposons, non, ce n'est pas des additions, là, c'est des multiplications, nous vous proposons de conserver cette majoration pour les résidences secondaires uniquement de 20%, donc sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est pour la taxe d'habitation. Et la 3e taxe par ordre de grandeur en termes de produits, en termes de recettes, c'est la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains nus pour faire simple. Donc le volume est très faible, hein, puisqu'on est à 275 000 € de recettes par an, prévu pour cette année 2023. Nous avions déjà harmonisé le taux en une seule fois, en une seule année, au moment de la fusion en 2019 ou 2020. Et ce taux est de 137,62%. C'est le même taux donc, depuis 2020 et nous vous proposons de conserver ce taux inchangé. Donc globalement, en dehors de la fusion du taux sur la taxe d'habitation que nous n'avions pas pu faire précédemment et que nous faisons cette année, et qui d'ailleurs ne produit pas d'effet de variation, si ce n'est le processus d'harmonisation, pas d'augmentation des taux sur l'ensemble de ces 3 composantes de la fiscalité locale. Merci Ronan, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Évidemment, forcément complexe. M. Garnier. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas revenir effectivement sur les discussions qu'on a pu avoir sur les précédents conseils municipaux à propos justement de la convergence et la fusion de nos 2 villes et des impacts sur les ex-communes. Force est de constater que
schématiquement, c'est Évry-Courcouronnes qui va supporter l'augmentation et la convergence, parce que le taux de Courcouronnes, lui, va baisser, et celui d'Évry, lui, a sensiblement augmenté au fur et du moins. Il augmente et il va sensiblement augmenter jusqu'à la convergence. Ce que je vous propose ici, c'est que éventuellement, donc, et en plus, vient cela s'ajouter, parce qu'effectivement, on n'augmente pas le taux, mais toutes les bases locatives augmentent. Donc, ce que je vous propose, c'est éventuellement, comme ce taux peut être variable, c'est pouvoir de neutraliser justement en termes d'objectifs toutes ces variations de base de taux qui sont peut-être neutres d'un point de vue taux, mais pour les Évry-Courcouronnais, quand même, correspondent quand même à une réalité tangible. Juste avant que Ronan réponde, d'abord un élément qui est quand même important à avoir en perspective. Évidemment, la convergence des taux, nonobstant la question des bases qu'a évoqué Ronan tout à l'heure, donne facialement le sentiment qu'à Courcouronnes, ça baisse et qu'à Évry, ça augmente. Le tout d'ailleurs dans des proportions relativement faibles, puisqu'on oublie de se souvenir quand même que l'année précédant la fusion et l'année de la fusion, nous avions mécaniquement baissé les impôts d'Évry. Nous avons baissé les impôts d'Évry, prévoyant justement le fait qu'ensuite on opérerait un rattrapage. C'est quand même bon de se le rappeler, parce que forcément, quand on baisse les impôts, on s'en souvient jamais. Mais au démarrage de la ville nouvelle, de la commune nouvelle, nous l'avons quand même fait. Et puis, rappeler également, c'est pas de la forme, c'est ainsi, vous avez le budget entre les mains, que sur les 280 millions d'euros d'investissement qui sont programmés sur ce mandat, presque 90% sont exclusivement dépensés sur le territoire d'Aix-Évry. Voilà. Ronan ? Oui, effectivement, là je présentais la question des taux et pas l'augmentation des bases, puisque l'augmentation des bases, elle ne nous est pas, en tout cas, c'est pas une question qui nous est posée, puisque c'est le Parlement qui chaque année décide de l'augmentation des bases pour l'ensemble du territoire. D'ailleurs, ce qui est assez, enfin, pour le coup, c'est une augmentation complètement uniforme. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une territorialisation de l'augmentation des bases, puisque la valeur des bases n'augmente pas de la même manière sur l'ensemble du territoire. Mais l'augmentation de la valeur locative des logements à laquelle s'appliquent les taux que nous décidons, ça c'est l'État qui décide, c'est le Parlement qui décide chaque année d'augmenter. Alors pourquoi l'État décide d'augmenter chaque année les bases? Jusque-là, on était sur des taux d'augmentation de 1-2%. En fait, cette augmentation doit correspondre à l'augmentation, à l'inflation qui frappe le panier, ce qu'on appelle le panier du maire, c'est-à-dire les dépenses courantes, plus de 100 millions. C'est comme ça que dans la presse, on appelle ça. Il y a le panier de la ménagère. Alors ça, pareil, ça fait assez maintenant has-been, mais enfin c'est comme ça qu'on dit. Le panier de la ménagère, c'est en gros les dépenses d'une famille, ce qui compose le panier d'une famille au quotidien. Et le panier du maire, ce n'est pas du tout la même composition, évidemment, que le panier d'une famille. On n'achète pas la même chose, la collectivité n'achète pas la même chose qu'une famille. Il y a des choses qui se ressemblent, hein, les fluides, etc. Mais pour le coup, l'augmentation de l'électricité est beaucoup plus forte dans le panier du maire que l'augmentation de l'électricité dans le panier dit de la ménagère, hein, puisque c'est limité à 15% pour les foyers, les familles, l'électricité. Il n'y a pas de limitation pour les contrats des collectivités locales, ça peut être x2 éventuellement en fonction du contrat. Donc l'augmentation des bases vient pour compenser l'augmentation des prix qui frappe les budgets des collectivités locales. Et d'ailleurs, l'augmentation des bases là, de 7% votée par le Parlement sur une grande partie des bases, justement, ne compensera pas l'augmentation des dépenses du panier du maire. Parce que l'augmentation des fluides, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui compose une grande part de nos dépenses, c'est largement au-dessus des 7%. Donc si on voulait neutraliser, ce qui ne serait pas forcément... enfin pourquoi pas, ça peut se discuter, mais si on voulait neutraliser les 7% et donc baisser les taux de l'équivalent des 7% pour éviter effectivement une augmentation de la cotisation des personnes qui payent l'impôt, eh bien il faudrait qu'on coupe de 7% au minimum les dépenses de fonctionnement de la collectivité. Et si on coupe les dépenses de fonctionnement à hauteur de 7%, eh bien, pour le coup, considérant que de toute façon, quand bien même on ne fait pas ça, on est obligé de faire des efforts pour compenser
l'inflation du panier du maire qui est au-delà des 7%. Donc l'augmentation des bases ne compense pas l'augmentation des dépenses. Donc, si on voulait en plus aller plus loin, il faudrait couper une partie des services publics que nous finançons avec notre budget de fonctionnement. Merci Ronan, c'est très clair. Monsieur Gardy. J'ai bien compris en fait votre raisonnement qui consiste à dire on ne peut pas toucher aux bases parce que c'est l'État et puis que si on touche, nous, ça nous fait augmenter diminuer une partie de nos recettes qui financent une partie de l'augmentation de notre... ce que je vous propose là, c'est effectivement plutôt d'analyser là ou d'intervenir là où on peut intervenir. Effectivement, donc, je pourrais vous répondre aussi sur la partie des consommations parce qu'il ne s'agit pas uniquement de... On pourrait revoir aussi notre façon de consommer. Ça peut être aussi des objets justement des axes d'amélioration. On parle de sobriété, on parle de tout un tas de sujets. Donc, on pourrait aussi compenser ces aspects-là par d'autres aspects. Mais bon, on pourrait faire ping-pong comme ça assez longtemps. Donc, si la question est assez simple, c'est est-ce qu'on neutralise ou pas? Est-ce qu'il y a un souhait de pouvoir au moins aller dans ce sens, de neutraliser l'impact de la variation de la base sur l'auto-cible? Pour l'instant, la réponse est non. Voilà, parce que nous avons des engagements qui sont pris. Et dans ces engagements... je lis évidemment tout ce qui est publié. Il n'y a pas seulement la reconstruction des écoles ou les espaces publics sur lesquels on dépenserait trop. Il y a aussi la cantine à 1 euro. Il y a aussi tout un tas d'éléments sociaux qui font la masse des dépenses de notre budget. Et évidemment, dans cette période, nous n'avons pas l'intention de les toucher. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Monsieur Baye. Bonsoir à tous. Juste une question en complément de tout ce que vous avez pu énumérer. Concernant la taxe foncière, je voudrais juste savoir le nombre de foyers qui sont impactés sur Évry par rapport à cette hausse, pour juste factuellement en fait mesurer l'impact que ça va avoir. Sur la partie évrienne, alors pour le coup. Et il faudrait qu'on vous donne, je n'ai pas du tout les chiffres en tête, mais on pourra vous donner... Alors non seulement, je propose qu'on vous réponde ultérieurement, de façon précise en l'occurrence, et en vous pondérant également en termes de quelques euros, puisque c'est de cela dont on parle, l'impact réel pour des familles, des projections qu'on sait faire. Hein? OK? Merci à vous. 0,77% cette année. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de soumettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Point suivant. Ronan encore. Donc, je le rappelais tout à l'heure, on a voté notre budget le mois dernier, ou la fois dernière en tout cas, et on aurait dû intégrer cette ligne, on l'a oublié pour le coup, et on s'était engagé en 2021 à acheter 5 actions de la SEMTIS auprès de l'association des commerçants du centre commercial d'Ivry qui souhaitait justement vendre ces 5 actions. Alors c'est des montants extrêmement faibles, hein. C'est 152 € par action, il y en a 5, ça fait 760 €. Donc là c'est juste pour ouvrir la ligne dans le budget d'investissement. Cette ligne était à 0, donc on ne peut pas la forcer quand il y a 0. Et donc on l'ouvre au montant dont on a besoin, donc de 760 €, et on prend ces 760 € dans le budget d'investissement toujours sur des dépenses imprévues. Merci Ronan. Des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 4, Claude. Tout d'abord, bonsoir à tous. Vous dire en propos liminaire que je suis la rapporteuse de cette délibération, mais que cet appel à projet dont je vais vous parler un peu plus tard est coporté avec mes collègues du pôle transition écologique, animé par Daniel Valero, mais constitué de Pierre Pro, Myriam Boubel, Dominique Marquet et Lucas Mélin. Il faudra souligner aussi que cette fois-ci, Mehdi Zegouf y a participé aussi pour la partie étudiante de cet appel à projet transition écologique. C'est la 3e année consécutive qu'on réalise cet appel à projet. Il est fait sur cette thématique. Attendez, je prends mes lunettes. La réduction et la valorisation des déchets, oui c'est moche, mais c'est comme ça, c'est vieillir. Numérique responsable, alimentation durable, santé et environnement, valorisation et protection de la biodiversité sur les mobilités douces et la sobriété énergétique. Quelques critères de choix parmi tous les dossiers qui nous ont été présentés. Il y a une question de diffusion des savoirs parce que nous sommes ville apprenante, comme vous le savez tous, et c'est quelque chose qui est particulièrement important à nos yeux. La question de la pédagogie, vous pourriez penser que c'est la même chose que la diffusion des savoirs, mais pas tout à fait. Et la mise en réseau, en tout cas, des acteurs sur la ville.
je ne vais pas vous donner tous les porteurs de projets qui ont répondu, juste vous dire ceux qui ont été retenus in fine. D'abord, le comité d'histoire locale de Courcouronnes, alors retenu, pardon, in fine, sur la partie canal historique de l'appel à projet, c'est-à-dire pas la partie étudiante. Donc, le comité d'histoire locale de Courcouronnes qui se propose de sauvegarder d'anciens pieds de vigne de l'ancienne exploitation arboricole de M. René Boulard sur la partie ex-Courcouronnes. Ce pied de vigne et cette préservation se trouvera du côté de l'aqueduc de la Vanne. Et le deuxième projet est un projet qui a été porté par l'école française de sorcellerie de tu sais qui, et se propose de mettre en œuvre l'organisation de journées de conférences de sensibilisation à la protection de l'eau, sujet particulièrement important. Si vous avez vu l'actualité très très récente, et donc qui a pour objectif une démarche pédagogique, ludique, scientifique et créative. Côté étudiants, nous avons 3 associations étudiantes qui ont pu être retenues sur cet appel à projet: Épicère INT, Intervenir, et l'ENSIE qui soit propose de la réparation ou des cours pour réparer ou faire réparer le matériel informatique. D'autres, la collecte de vêtements auprès des étudiants dans le but de réaliser des ventes de vêtements solidaires, je vais y arriver. Et d'autres, le suivi de 50 étudiants au quotidien en leur fournissant des denrées alimentaires, etc. Voilà, je vous remercie. Merci. Ah pardon, l'enveloppe globale est de 5 000 €, c'est quand même un petit peu important. Claude, merci à tout le pôle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Allez-y. Nous voulions juste savoir comment procède la ville en fait pour mobiliser les associations à cet appel à projet, d'autant plus qu'on constate quand même qu'il y a très peu de réponses. Il y a de la communication sur les réseaux sociaux, dans la quinzaine. Alors, j'ai plus le nombre, et c'est envoyé aux associations. J'ai plus le nombre global d'associations qui ont répondu pour cette année. On pourra vous le faire passer si vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'on pourrait... on s'adresse à toutes les associations et c'est vrai que plus de retours pourrait être bénéfique pour tout le monde parce que ça permet aussi de dynamiser ce réseau associatif sur ce sujet-là particulièrement important. Mais on a des belles réponses aussi, de la belle qualité. Pas forcément une question, mais peut-être une contribution. À savoir s'il était possible d'avoir les supports qui ont été au moins sélectionnés pour la délibération des enveloppes budgétaires qui ont été données, juste par curiosité, pour avoir un peu plus d'informations sur le projet qu'ils ont présenté, quoi. Vous avez quand même pas mal d'éléments dans la délibération. Je ne sais pas si vous avez vu. Après, c'est vrai que c'est pas je pense que, les projets de manière exhaustive, mais dans le rapport, c'est... Mais on peut effectivement... Je pensais plus au support de présentation, en fait, tout simplement, qui expliquait en gros l'activité des différentes associations qui voulaient en fait effectivement solliciter votre... Oui. On vous fera suivre les fiches pour le coup. Ok, c'est super, merci. Mais alors pour le coup, sur des questions, on l'avait déjà dit, mais sur ce genre de questions de documentation, n'hésitez pas à le faire en commission. Parce que comme ça vous permet d'avoir l'intervalle pour travailler dessus avant le conseil. Hein, ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets aux voix. Est-il des votes contre, des abstentions? C'est unanime. Je vous remercie. Merci Claude, merci à tout le pôle. Sandrine, point 5. Oui, bonsoir à tous. La copropriété Les Hameaux de la Garenne, qui est située dans le quartier de Courcouronnes Centre et qui comprend 137 lots d'habitation ainsi que des espaces extérieurs, a également un espace engazonné composé de buttes situé sur la parcelle AD15 qui permet d'accéder à l'allée Jacques Bossuet.
Ce cheminement piétonnier en dallage dessert les jardins familiaux situés à l'arrière de cette copropriété. En raison de son mauvais état, cette allée piétonne doit aujourd'hui faire l'objet de travaux de réfection. La municipalité souhaite donc participer au financement de ces travaux en raison de la fréquentation publique importante dans cette zone ouverte à tous. Il est donc proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 4 000 € au syndicat des copropriétaires du hameau de la Garenne. Je vous remercie. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point 6, Yvan. Alors, bonsoir tout le monde. L'idée de ce point, c'était le versement de l'accès au sport d'Évry-Courcouronnes. Donc c'est un fonds de solidarité, on va appeler ça comme ça, qui est donné par demande de toutes les personnes habitant de la ville. S'ils souhaitent avoir une aide pour financer leur cotisation sportive. Donc l'enveloppe était de 13 000 € à distribuer. Il y a eu une demande des habitants à hauteur de 20 000 et quelques, on va dire 21 000 €. Donc on n'a pas pu distribuer 21 000 €. 13 000 ont été distribués. Et il faut savoir que ça touche 240 personnes. Voilà, donc l'idée c'est... alors c'est un peu tardif. D'habitude on a tendance à voter ça un petit peu... avant, mais il y a tout un travail qui est fait. Alors, je me permets, la direction des sports a changé en décembre et il y a tout un travail qui est fait au sein des services pour redynamiser tout ça et s'approprier un peu cette direction. Donc tout ça a pris un peu de retard, on s'en excuse, mais voilà, donc on vous demande d'approuver et de voter ça. Merci Yvan. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Allez-y. Yvan, juste parmi les 240 personnes touchées, il y en a combien sur Évry et a-t-on un chiffre en 2022, s'il te plaît? Alors, sur cette session, il y a 200 personnes qui sont d'Évry, ex-Évry, et 40 personnes d'ex-Courcouronnes. Voilà. Et ça s'explique un peu de la manière suivante. Je l'avais déjà dit l'année dernière. Pour l'instant, le club Omnisport et les clubs qui sont sur Courcouronnes se sont pas encore super bien appropriés le FASEC. Et on fait un travail, à chaque fois qu'on reçoit les associations, on rappelle bien qu'il faut pas hésiter à faire cette demande. Et il y a encore c'est un travail à long terme, donc on ne lâchera rien pour que tout le monde puisse le demander si besoin. Je vais rajouter une petite chose. Il y a peut-être un travail qui va s'entamer avec le CCAS sur ces questions-là, parce que l'enveloppe budgétaire qui est à hauteur de 13 000 €, on voit qu'elle ne suffit pas. Et on est en train de voir comment on va pouvoir travailler collectivement pour aider à ce que les uns et les autres puissent faire de l'activité sportive. Voilà. Merci Yvan, très complet. Pas d'autres questions? Ah, M. Baye. Juste une petite question. En fait, je m'interrogeais juste sur la variation entre les demandes et les propositions. Il y en a certaines où on finance 100%, d'autres on finance un peu moins. Je pense que c'est peut-être lié à un contexte bien spécifique par rapport à un potentiel ou des éléments annexes qu'on ne voit pas forcément, c'est ça? Alors déjà, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Des fois, il y a des demandes où ils demandent 100% de la cotisation. Ça, on essaie de faire attention parce qu'il y en a qui touchent des coupons sport. Il y a des familles qui demandent aussi. Donc voilà, il faut essayer d'arriver à faire un travail un petit peu d'équité sur ce sujet-là. Et donc, il y a une commission au sein du CSEC, le Conseil du sport d'Évry-Courcouronnes, qui fait un travail assez dingue là-dessus et essaye, je dis bien, de faire au mieux pour tous. Là, il y a eu 240 demandes. On a proposé pour ces 240 personnes. On pourrait faire des choix de donner plus à d'autres et puis en enlever. Bon, là, on a fait ce choix-là. Voilà. Donc, de toute façon, les critères, ils s'améliorent d'année en année. On essaie d'être de plus en plus juste
Voilà, il faut continuer ce boulot-là. Et je voulais remercier Isabelle Martineau sur ce travail-là qui est complètement dingue à faire. Voilà. Merci Yvan. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets cette délibération aux voix. Quel est des votes contre, des abstentions? Je vous remercie, Pascal. Monsieur le maire, merci. Bonjour, bonsoir. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations ou restés anonymes, des femmes et des hommes de toute origine et de toute condition ont sauvé des juifs, des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Ce texte est celui qui a été apposé au Panthéon le 18 janvier 2007 pour l'entrée symbolique des justes au Panthéon avec Jacques Chirac et Simone Veil. Cette même année 2007, la commune historique d'Évry a inauguré sur son territoire une allée des justes parmi les nations au cœur du parc des Coquibus, avec la ferme volonté de rappeler et transmettre le caractère essentiel des valeurs incarnées par ces femmes et ces hommes d'exception. Une même délibération, c'était en 2010, du conseil municipal de la commune historique d'Évry a fait adhérer la ville au réseau Villes et Villages des Justes de France. Ce réseau, initié par le Comité français pour Yad Vashem, réseau Villes et Villages des Justes de France, a pour ambition de fédérer les communes françaises, 438 à ce jour, qui, à l'instar d'Évry, ont donné le nom de Justes parmi les nations à un lieu. Les membres du réseau, avec l'aide du Comité français pour Yad Vashem, s'efforcent de transmettre cette mémoire à travers diverses actions pédagogiques, culturelles, cérémonies, séminaires. Et sur Évry, il y a eu beaucoup d'actions pédagogiques, notamment avec les collèges et les écoles. L'adhésion de la commune historique d'Évry au réseau Villes et Villages des Justes de France traduisait cet engagement de la municipalité à poursuivre et garantir le devoir de mémoire collective et de transmission auprès de tous et des plus jeunes en particulier. C'est donc naturellement que la commune d'Évry-Courcouronnes souhaite poursuivre cet engagement et adhérer à ce réseau. La cotisation est calculée sur la base d'un tarif fixe et donc le montant pour l'année 2023 sera de 500 €. Et enfin, il est proposé de désigner Danielle Valero pour représenter la commune sur cette association. Elle représentait la commune d'Évry auparavant. Merci Pascal. Est-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Daniel, point 8. Oui, c'est une autre délibération sur des adhésions, cette fois à l'UME, l'Union des maires de l'Essonne, l'association l'AMF, l'Association des maires de France, et l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. On pourra ainsi bénéficier de programmes de services, prestations, actions, manifestations développés par ces trois associations. Et pour y participer beaucoup, je peux vous dire que ce sont des espaces de réflexion, d'échange de pratiques. Et d'ailleurs, beaucoup d'élus de la majorité participent à différentes commissions. Le montant des cotisations pour l'UME, l'Union des maires de l'Essonne, 9 316,02 €. Pour l'Association des maires de France, 11 046 €. Et pour la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France, 6 218 €. J'en conclus que l'association la plus visible est la moins chère. Je pourrais peut-être augmenter les tarifs de la MIF, moi, l'année prochaine. Mais y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Je ne prends évidemment pas part au vote. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point suivant, Pierre. Donc, je vous présente ce soir une délibération pour un groupement de commandes auprès de l'agglomération Grand Paris Sud. L'objet de ce groupement de commandes, c'est de pouvoir commander sur des marchés à bon de commande des fournitures de bureaux, papier, impression, encre et de papier pour les écoles. Donc, ce sera un groupement de commandes d'une durée de 1 an, renouvelable tacitement jusqu'à 4 ans. Nous serons rejoints par plusieurs communes de Grand Paris Sud et c'est l'agglomération elle-même qui coordonnera ce groupement de commandes. Ce groupement ne concerne que les procédures de mise en concurrence. Nous restons libres de commander, de ne pas commander et des quantités que l'on commandera. Et en fait, c'est une initiative qui avait été déjà lancée en 2019, qui expire en 2023, en août 2023. Elle avait donné satisfaction, c'est pour ça qu'on la renouvelle. Merci Pierre. A-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 10, Pascal. L'autre. Merci, monsieur le maire.
Donc, pour faire suite à une décision de préemption en date de mars 2018, la commune est devenue propriétaire du fonds de commerce de la boucherie du centre commercial du parc de Petit-Bourg le 3 juillet 2018, puis on a acquis les murs en novembre 2019. En 2019 et 2020, trois appels à candidature ont été lancés, sans succès, malheureusement, pour la reprise de ce fonds de commerce. En septembre 2020, 2 personnes ont manifesté leur volonté d'acquérir le fonds sans appel à candidature préalable obligatoire, car la commune en était propriétaire depuis plus de 2 ans. Toutefois, malgré une lettre d'engagement, elles n'ont jamais donné suite et la délibération décidant la cession du fonds doit maintenant être abrogée car elle n'a jamais été exécutée. Malgré plusieurs projets d'implantation présentés, aucun ne s'est révélé satisfaisant. Donc, dans le cadre de la politique de redynamisation du centre commercial, il a donc été décidé d'ouvrir la destination du local à d'autres activités. Madame Solier a proposé le projet Oprime, qui prévoit la création d'une franchise de primeurs, l'objectif étant de rendre les fruits et légumes de qualité accessibles à tous les budgets, de mettre en avant les producteurs locaux, c'est important, et d'éviter le gaspillage alimentaire en réalisant des plats, tartes, soupes, etc., avec des produits frais non consommés. Il s'agit du lancement d'un premier commerce sur ce modèle. En cas de succès, la gérante envisage l'ouverture d'autres enseignes, bien évidemment. Alors, le projet se décompose rapidement de la manière suivante. Un carré bio composé de produits issus de l'agriculture biologique, un carré producteurs locaux composé de produits issus des fermes et maraîchers, donc essentiellement du département, un carré 5 fruits et légumes composé de produits à un prix accessible, un carré voyage pour faire penser à autre chose en fait, composé de produits du monde, et une partie épicerie fine qui sera composée notamment et essentiellement de fromage, miel, vin, etc., du terroir. Il est proposé donc de donner un avis favorable à la proposition de Mme Solier et de conclure avec elle un bail commercial pour le local précité d'une superficie de 70 m², 69,72 m exactement, moyennant un loyer mensuel de 500 € hors charge. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes du bail commercial, à intervenir avec Mme Solier et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci Pascal. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Gernit, pardon. Monsieur Mbaye, Madame Amrani. Alors, Monsieur Mbaye, Monsieur Gernit, Madame Amrani. Juste une information, c'est que sur le bail commercial, en fait, la personne, Madame Hanan Amish, est née le 31 décembre 2014. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une erreur sur... c'est juste ça, erreur. Pour éviter qu'on valide quelque chose qui soit... Joli coup d'œil, effectivement, oui. Donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir une petite erreur. Là. Un peu, ouais. Monsieur Gernit. Merci. Merci de nous avoir... On soutient la jeunesse des talents. Merci de nous avoir un petit peu rappelé justement tous les déboires et du moins une petite forme d'enlisement sur ce projet. En fait, depuis 4 ans qu'on essaie de trouver des solutions et on n'arrive pas vraiment à sortir par le haut. Donc ma première question, c'est comment pouvez-vous juger maintenant peut-être de la fiabilité de ce projet-là, donc en espérant que ça va, qu'il aboutisse bien sûr. Par contre, j'ai d'autres questions un petit peu par rapport aux alentours. Est-ce que l'épicerie Coxy Market, qui est juste à côté, est au courant et puis qu'est-ce qu'elle en pense, sachant qu'il y a déjà 2 autres épiceries thématiques dans le même secteur, dans cette partie du centre commercial? Alors, le Coxy Market, bien évidemment, est au courant. Il a proposé lui-même un projet. Donc, il y avait en fait trois candidats finalement sur la finalité qui avaient proposé un projet. On a considéré que le projet le plus novateur, on va dire, pour le centre commercial était celui de Madame Solier. Donc voilà. Mais évidemment, il est parfaitement au courant de l'opération, puisqu'on lui en a parlé depuis déjà de nombreuses années, je dirais, depuis quasiment le départ. De toute façon, pour être très clair, on lui avait même proposé de reprendre la boucherie, en fait, donc de façon à ce qu'il fasse réellement un rayon boucherie dans son supermarché. Bon, il n'a pas voulu. Donc quand on a ouvert les possibilités à d'autres activités que de la boucherie, donc il s'est positionné dessus, mais à mon sens en tout cas, pas de manière suffisamment qualitative pour retenir son projet. Madame Rani. Merci, Monsieur le maire. Je voulais savoir combien de projets avaient été déposés
parce qu'au début, on partait sur une boucherie, si j'avais bien compris. Donc, Ouais. combien de projets ont été déposés? Et quand vous parlez de ce que vous ressentez, vous dites que c'est pas assez qualitatif. Comment vous jugez, sur quels critères vous jugez le qualitatif? Alors déjà, il y a eu 4 candidats au moment de la boucherie qui étaient crédibles, je dirais, mais qui n'ont pas donné suite. Donc un pour des raisons financières, un autre parce qu'il a été, il a eu le chant des sirènes et on lui a proposé des choses sur Palaiseau, enfin bref. Ensuite, il y a eu, on va dire, réellement 3 personnes qui se sont positionnées sur le projet une fois qu'on a décidé d'ouvrir la candidature. Alors maintenant, ça reste, il y a beaucoup de subjectifs, ça c'est clair. Maintenant, bon, quand on a un petit peu l'habitude, on voit un petit peu l'analyse des projets. Hein. Un projet, on l'analyse, hein, ni plus ni moins. Hein. Que ce soit sur le plan financier, déjà d'une part, que ce soit sur... Alors, le côté qualitatif, c'est sur l'engagement que peuvent aussi prendre les gens au niveau de leurs fournisseurs, au niveau des types de produits qu'il faut avoir. Il faut savoir que, par exemple, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, sur les fruits et légumes, vous avez 4 catégories de produits qui sont identifiés. Donc, nous, on a demandé à ce que ce soit des produits d'excellence et de première catégorie. Voilà. D'autres commerçants prennent de la 3e et 4e catégorie. Donc, voilà, nous, on a voulu, on a demandé des engagements pour que ce soit maintenu de cette manière-là. Merci, Pascal. Monsieur Saïdji. Juste une petite question. Pourquoi ne pas encourager aussi les produits bio? Pourquoi, pardon? Ça a été dit, en fait. Ça a été dit, en fait. Ouais. Voilà. Bio, circuit court, etc. Bien, je soumets cette délibération à vos voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci, Pascal. Ronan? Merci. Vous savez, à chaque conseil municipal, je reviens à la fin pour cette même délibération. Sauf que cette fois, c'est pas la fin. Non, c'est pas tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est presque la fin. Sur l'actualisation ou la création de postes, ici, c'est juste l'actualisation de 5 postes. Pour la majorité des cas, c'est l'ouverture du recrutement à des contractuels quand on ne trouve pas de titulaire. Merci, Ronan. Y a-t-il des questions sur ce point? On n'a pas. Des votes contre, des abstentions? Pardon? C'est une question ou c'est le vote? Donc des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Pascal, pour les 2 dernières délibes qui sont rajoutées sur table. Oui, monsieur le maire, donc les 2 délibérations qui vous ont été déposées sur table. Comme le rappelait monsieur le maire en début de séance, la ville d'Évry-Courcouronnes, voilà, depuis 2019, a intégré et est membre du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. On avait fait le lancement en septembre 2020 pendant le confinement, entre 2 confinements, on va dire. Voilà. Donc, dans le cadre de notre participation à ce réseau mondial, on contribue aussi à l'alimentation de ce réseau via des contributions que l'on peut faire sur différents sujets. Aujourd'hui, le réseau regroupe 294 villes à travers le monde et nous sommes sollicités maintenant assez régulièrement pour pouvoir, ce que l'on faisait un peu en visio, voilà, nous déplacer et aller à la rencontre de différents projets et de différentes villes. Je rappelle qu'au mois de novembre, on avait notamment accueilli ici une délégation de 7 à 13 villes de Corée du Sud. Et là, nous venons de recevoir donc 2 invitations. Une première invitation à participer à un forum social urbain de la ville en Moldavie, donc dans le cadre des coopérations et des échanges entre les villes membres du réseau de l'UNESCO. La commune d'Évry-Courcouronnes est donc invitée à prendre part à ce forum social qui aura lieu à Chisinau, en Moldavie, du 4 au 6 mai 2023. Il a pour objet d'offrir un espace de discussion ouvert et démocratique auquel prennent part des organisations internationales, des autorités publiques, des experts locaux, internationaux, des ONG, des associations, des entreprises. Et donc, il s'inscrit dans le cadre général de l'agenda 2030 de l'UNESCO pour le déploiement de ces 17 objectifs de développement durable que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNESCO assez facilement. Donc, il s'organise aujourd'hui, cette année, autour de 7 thématiques. Une ville en bonne santé, une ville créative, une ville sûre, une ville inclusive, une ville apprenante, une ville intergénérationnelle et une ville écologique.
Et donc la commune, en la personne de notre collègue Mehdi Zegouf, donc adjoint en charge de l'éducation, de la culture, du patrimoine, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est invitée à présenter ses actions en faveur de l'éducation aux sciences et aux techniques sur le territoire, et notamment la création et l'animation du réseau d'acteurs engagés sur cette question. Alors, je citerai Enedis, Génopole, Planète Science, la Faculté des métiers, l'ouverture de l'espace des sciences qui a eu lieu et de découverte au Canal avec Planète Science, l'organisation de la fête de la science et l'ouverture de la rentrée prochaine scolaire de classes à profil scientifique en partenariat avec l'Éducation nationale. Donc ça, c'est un gros travail actuellement qui est suivi par Alexandra Lyon, la chargée de mission ville apprenante, en coopération avec le Collège Galilée, l'école La Pierre, voilà, si je me souviens bien. Et donc ce forum a donc lieu à Chisinau. Et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les élus peuvent bénéficier d'une prise en charge sur le budget communal des frais inhérents à ces missions dès lors qu'une habilitation spéciale leur a été donnée par délibération du Conseil. Donc à ce titre, il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver cette représentation. Est-ce que je fais la deuxième ? Et la deuxième, donc, c'est une invitation qui nous est arrivée à peu près en même temps. Je vous parlais tout à l'heure de la Corée du Sud, où nous avons reçu donc, au mois de novembre 7 maires, mais qui représentaient en tout une communauté de 13 communes autour de Séoul. Donc la Corée du Sud, en lien avec l'UNESCO, cette année organise un forum international sur l'éducation en vue du développement durable. Donc l'UNESCO met en place des partenariats avec toutes les parties prenantes compétentes dans 5 domaines d'action prioritaires: l'intégration de l'EDD dans les politiques, les approches institutionnelles globales, les éducateurs, les jeunes et les collectivités locales. Et donc, Monsieur le maire et un élu de son choix ont été invités à participer à ce forum international pour présenter l'expérience d'Évry-Courcouronnes en termes de politique de développement durable. Le forum a lieu du 7 au 12 juin 2023 et il est fait la même demande que pour la délibération précédente en faveur de M. Stéphane Baudet et d'un élu qui l'accompagnera, en l'occurrence moi-même. Voilà. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des questions, M. Carny ? Oui, sur les frais de représentativité, justement, sur les... J'ai pas entendu le début, je suis désolé. Sur les frais de représentativité, est-ce que vous avez fait une estimation budgétaire avec une enveloppe ? On n'a pas encore. Hein, non, enfin, pour l'instant, non. On réagit, enfin, je l'ai dit de toute façon très clairement au début de conseil, hein, on réagit à l'invitation, on se donne nos possibilités d'y aller, et évidemment, on rendra compte. C'est des successions de voyages, c'est ça ? C'est plus ça ? Et en sachant... C'est probablement pris en charge par l'UNESCO. En sachant qu'une partie des frais est prise en charge par l'UNESCO, au moins pour 2 participants. Voilà. Pas d'autres questions sur ces 2 points. Pour le premier, donc la Moldavie, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Pour la Corée du Sud, à ne pas confondre, des votes contre, des abstentions. Si, ça doit être assez fascinant de visiter la Corée du Nord, demeurant. Pas de vote contre, pas d'abstention. On ne sait pas si on revient. Chers collègues, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions du maire ? Oui. Oui, j'aurais une question sur une partie de décision. S'il vous plaît, le conseil municipal n'est pas fini, donc c'est un peu bruyant. Rapidement, en page 201 et en page 208, on peut voir sur les décisions que vous avez prises la préemption du 2 rue Maryse-Bastier pour 3,4 millions. Ce sont les anciens locaux de l'association Baraka City, plus une mission d'architecte autour de ce projet. Donc on découvre en fait que derrière, comme une décision de pouvoir après derrière... je vous entends très très mal, je suis désolé. Bon, je rapproche le micro. Ouais. Je reprends. Merci. Est-ce qu'il faut que je reprenne ? Je reprends ? Oui. Non, mais j'avais à peu près suivi. Jusqu'à quand ? Mission d'architecte, oui. D'accord, il y a une mission d'architecte. Donc ces deux parcelles, donc la préemption, on découvre en lisant un petit peu les décisions qui sont destinées éventuellement à des déménagements de services techniques et de la police municipale. À quel moment il y a eu une discussion autour de ces sujets-là ? Et est-ce que, alors peut-être que j'ai mal lu le budget, j'ai pas vu où c'est que c'était cette ligne budgétaire sur cette acquisition. En effet, l'acquisition de Baraka City était au budget. Voilà. Et donc, en effet, c'est un bâtiment sur lequel nous
souhaitons dans un premier temps faire des opérations de tiroir avec la réhabilitation des services techniques et la vente des services techniques d'Aix-Courcouronnes et à terme d'y faire le nouveau commissariat de la police municipale d'Évry-Courcouronnes. Voilà. On n'en parle pas au conseil municipal, ça, ce déménagement, de ce projet? Ah bah, pardonnez-moi, prévu d'en parler. On l'a inscrit au budget. Donc vous êtes évidemment disposé à poser des questions. Quant au mouvement du personnel, en l'occurrence, c'est un peu ma responsabilité. Voilà. Donc ce projet est inscrit dans le budget, il est voté, voilà, en totale transparence. Donc évidemment disposé à répondre à toutes les questions. Je crois avoir déjà annoncé publiquement depuis très très longtemps le souhait de la ville de récupérer le local de Baraka City. Donc pour le coup, c'est un secret pour personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? C'est pas une question d'ailleurs, c'est une décision du maire. Je vous remercie. Pas d'autres remarques sur les décisions? Il n'y en a pas. Nous avons donc en dernier point, ce n'est pas anodin évidemment dans la période que vit notre pays à l'heure actuelle, nous avons eu le souhait pour deux groupes, le groupe de la majorité et le groupe de Madame Amrani, évidemment dans un premier temps sans concertation, de porter une motion ce soir demandant au président de la République le retrait de la réforme des retraites. J'en redirai un mot tout à l'heure après lecture sur le fond et sur les motivations, mais sur la forme, recevant la proposition de vœux ou de motion, d'ailleurs je ne sais plus, de Madame Amrani, j'ai fait la proposition que nous rédigions à quatre mains une motion commune, ce que Madame la députée a dans un premier temps accepté modulo quelques corrections et allers-retours, ce qui est une démarche tout à fait normale et je la remercie de l'avoir accepté. Et puis ensuite, nous avons pris la tâche des deux autres groupes de l'opposition pour savoir si nous pouvions porter collectivement, c'est symbolique, c'est important dans cette période que traverse notre pays et face à la colère de nos concitoyens, et les quatre groupes, modulo à nouveau, de votre côté, deux ou trois amendements qui ont ensuite été validés. Bref, on a co-construit, c'est plutôt bien, cette motion que je propose donc à Daniel Valero de nous lire. Oui, monsieur le maire. Alors, après plusieurs semaines de débats parlementaires, le gouvernement, constatant l'absence de majorité sur son projet de réforme des retraites, a décidé de recourir à l'article 49.3 de la Constitution en engageant sa responsabilité pour le faire adopter. Rejeté par une immense majorité de nos concitoyens, étudiants, actifs et retraités confondus, et combattu par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de notre pays, cette réforme prévoit le report progressif de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans, ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation requise pour l'obtention du taux plein, en l'augmentant annuellement d'un trimestre tous les ans, contre un trimestre tous les 3 ans actuellement, pour atteindre 43 ans. La publication du rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites pour l'année 2022 affirme la baisse inéluctable du ratio entre le nombre d'actifs et celui des retraités, qui, selon l'OCDE, n'étant déjà plus que de 3 actifs pour un retraité en 2020, contre 5 pour 1 en 1950, chutera à 1,8 actifs pour un retraité en 2050. Néanmoins, le Conseil d'orientation des retraites juge que les résultats de ce rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Dès lors, il n'existe aucune urgence justifiant une réforme rapide et injuste, aggravant notamment les inégalités sociales de celles et ceux qui sont parfois déjà les plus précaires. Une grande partie des habitants d'Évry-Courcouronnes paieront pour leur part le prix fort de cette réforme. En effet, dans la mixité de notre population, il s'avère que nombre d'entre eux, les habitants d'Évry-Courcouronnes, occupent des métiers dits de première ligne ou de seconde ligne, auxiliaires de vie, caissières, infirmières, aides-soignantes, livreurs ou manutentionnaires, éboueurs, personnel d'entretien ou ouvriers du bâtiment. De plus, les femmes, massivement victimes de la précarité au travail, seront les premières concernées par cette réforme. En effet, elles représentent en France les 2/3 des personnes qui devront travailler plus longtemps pour avoir droit à la retraite. Même si nous ne porterions pas toutes et tous ici les mêmes propositions politiques au sein de ce conseil municipal, il apparaît clairement qu'il existe un constat partagé sur la situation de blocage que connaît actuellement notre pays
et sur l'exigence d'aboutir collectivement à un compromis social sur la question du financement de nos retraites et de notre rapport au travail. Aussi, le conseil municipal réuni ce jeudi 6 avril 2023, tout en saluant l'esprit de responsabilité tenu depuis le début de la mobilisation par les organisations représentatives des salariés, demande au Président de la République et à Madame la Première ministre le retrait de cette réforme et demande de reprendre sans délai avec les représentants des organisations syndicales, les élus et nos concitoyens une concertation qui réunisse les conditions permettant d'obtenir des mesures de justice sociale tout en consolidant le financement de notre système de retraite. Merci Daniel. Y a-t-il des déclarations complémentaires? Madame Amrani. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Le conseil municipal a décidé de présenter une motion pour affirmer une position claire, le retrait de la réforme des retraites. En effet, 3 mois après la ville de Grigny, 1 mois après la ville de Corbeil-Essonnes, notre ville va probablement adopter une motion demandant le retrait de cette réforme injuste et injustifiée. En votant cette motion, dont les termes reprennent le combat porté par les organisations syndicales et les différents partis politiques, notamment de la NUPES, nous pouvons retrouver enfin les valeurs historiques de notre ville. Plus que jamais, les habitants de notre ville, Évry-Courcouronnes, expriment un rejet massif vis-à-vis du gouvernement et de son projet de réforme des retraites. En effet, nombre d'entre eux occupent des métiers dits de première ou de seconde ligne, auxiliaires de vie, caissières, infirmières, aides-soignantes, livreurs, manutentionnaires, éboueurs ou encore ouvriers du bâtiment. Comment comprendre la brutalité d'un texte qui va leur retirer 2 ans de retraite quand leur espérance de vie est déjà bien plus courte que la moyenne française? Comment comprendre, dans nos quartiers populaires, où l'abstention, le dégoût de la politique sont déjà si forts, le comportement autoritaire du gouvernement qui décide de passer son projet de loi sans consentement démocratique et, plus grave, sans consentement populaire? Face à ces méthodes, la résistance s'organise. Résistance à l'Assemblée nationale où la gauche a porté les valeurs, a porté avec force la voix du peuple opposé à cette réforme en défendant les métiers pénibles et les régimes spéciaux, en défendant nos collectivités qui seront impactées financièrement, en portant les aspirations de notre jeunesse, plus mobilisée que jamais. Nous résistons également dans la rue où des dizaines de manifestations ont été organisées à Paris comme à Évry-Courcouronnes. C'est la démonstration qu'une aspiration profonde à une réforme juste permettant à chacun de partir plus tôt pour profiter en bonne santé d'une retraite bien méritée. À ce titre, j'aimerais remercier l'intersyndicale pour son travail au service de la population et des travailleuses et travailleurs de notre département. Je me félicite que quelques heures après le dépôt de la motion par notre groupe, la majorité municipale a compris la nécessité de prendre position sur la réforme des retraites en proposant une motion commune. La majorité municipale, après avoir soutenu à l'élection présidentielle Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, qui proposaient respectivement un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans et 67 ans, décide d'adopter une motion contre cette réforme. C'est une grande victoire. De même, ce choix est d'autant plus surprenant quand on sait que les candidats de la majorité municipale aux élections législatives auraient probablement voté cette réforme les yeux fermés. Mais je ne boude pas mon plaisir et c'est un tournant politique majeur. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'une posture politicienne et que cette motion sera suivie de faits et d'actes forts. La ville compte-t-elle soutenir le mouvement en fermant ses bâtiments publics les jours de mobilisation? Le conseil municipal prévoit-il de faire un don à la caisse des grèves pour soutenir les travailleurs en lutte? Quoi qu'il en soit, notre groupe NUPES au conseil municipal continuera à porter les aspirations de notre ville, conscient de la volonté de ses habitants de renouer enfin avec une politique de gauche. Merci. J'ose pas vous demander d'applaudir. Madame Béraud. Bon, moi, je vais faire très court. Nous tenions tout simplement à féliciter cette proposition commune de motion. Notre groupe avait prévu d'en proposer une et on se satisfait que vous ayez pris en compte nos amendements. Belle initiative. Merci, Madame Béraud. Forcément, je vais répondre.
c'est bien que vous ayez commencé par là, Madame Amrani, parce que ça me permet de dire de façon très à l'aise que nous allons voter une motion historique ce soir, dans le cadre, c'est une première, d'un travail intergroupe qui, je remercie Madame Béraud, aurait pu plutôt être salué que fustigé, ainsi vous venez de le faire, en ayant comme d'habitude cette capacité, comment pourrais-je dire, avec quelques œillères, d'abord à commencer par comparer les communes. J'espère que vous continuerez à le faire, au lendemain du conseil municipal de Corbeil-Essonnes, qui a vu une augmentation fiscale de 18,8% pour les Corbeil-Essonnois. J'espère que vous continuerez à le faire pour les villes. Tiens, je vais citer encore Corbeil-Essonnes, qui engage la construction de 2000 logements, alors que vous nous interdisez de bétoniser à Évry-Courcouronnes. Ça, c'est pour la forme, et les références particulièrement maladroites dans ce contexte-là aux délibérations qui ont pu être prises par Grigny ou par Corbeil-Essonnes. Nous n'avons, de ce point de vue-là, aucune leçon à recevoir de telle ou telle collectivité, chacune d'ailleurs s'administrant en totale liberté. Votre déclaration sont-elles complètement décalées, volontairement polémistes, au moment où nous construisons quelque chose de très fort pour nos habitants, n'est rien d'autre finalement que l'illustration de ce que nous avons vu toutes et tous, comme de très nombreux Français, y compris celles et ceux d'ailleurs qui sont contre la réforme, c'est-à-dire cette façon de faire de la politique, cette obstruction permanente, ce refus finalement de la négociation, de la capacité à tendre la main, à travailler, alors même que vous êtes en quête sans arrêt d'une recherche de respectabilité républicaine que vous venez fouler aux pieds en faisant ce type de déclaration. Alors je vais vous dire, dans notre majorité municipale, quelques-uns des élus qui m'entourent vont s'abstenir sur cette motion. Ils vont le faire en leur âme et conscience, avec d'une part une fierté de ma part, pour celles et ceux qui me traitent d'omnipotent, c'est que la liberté qui vit dans mon équipe municipale est totale. Totale. Que le respect des convictions de chacun est total. Mais plus que cela, vous le verrez dans l'expression des abstentions, ce qui est surprenant, c'est qu'elles vont provenir de la droite, du centre et de la gauche. Et en faisant la déclaration que vous venez de faire, vous venez justement de justifier ce vote. Il n'y a eu entre nous aucun débat, peut-être un petit peu une fois avec l'un d'entre nous, sur le fond de la motion. Aucun. Il y a eu un débat à faire cause commune avec vous. Et j'ai tenu. Et la déclaration que vous venez de faire m'indique que je n'aurais pas dû le faire. Vous voulez systématiquement tout politiser, vous voulez systématiquement tout ramener à vous, vous voulez systématiquement brocarder la majorité municipale qui est la nôtre en nous faisant des leçons de gauche. Dommage. Vous reverrez le début du conseil municipal en replay. On a un peu évoqué les leçons de gauche à la fin des communications du maire. Ce faisant, je ne suis pas certain que vous serviez réellement la cause que vous voulez défendre. Nous sommes autour de ces tables avec nos convictions différentes. On le dit d'ailleurs dans cette motion, s'agissant notamment des solutions à apporter à la problématique réelle de la démographie, de l'emploi et du travail. Nous avons eu la volonté de défendre nos habitants. Nous avons eu la volonté d'envoyer un message au président de la République, dont je me permets de vous rappeler. Je vous invite à vous balader sur les réseaux sociaux, sur les écrits, sur la presse, que peut-être que celui qui s'est le plus battu contre Emmanuel Macron sous le précédent mandat, 2017-2022, c'est le président de l'Association des maires d'Île-de-France,
et que j'ai donc en l'espèce aucune leçon à recevoir. Aucune. Sur tous les sujets, j'ai été au combat. Je ne me souviens pas de vous y avoir croisé. Je ne me souviens pas de vous y avoir entendu. Et si très majoritairement ce soir, nous allons adopter cette motion, parce que plus que les chicayas, que vos postures publiques, c'est bien ce que nous renvoyons à nos habitants qui compte, je voulais vous dire, et vous m'en facilitez forcément l'exercice, qu'à aucun moment, celles et ceux qui sont autour de cette table, même celles et ceux qui en veulent au gouvernement, même celles et ceux qui viennent des rangs de la gauche, qui se battent pour les droits sociaux depuis très longtemps, pour certains d'entre eux d'ailleurs depuis bien avant vous, aucun ne cautionne le comportement qui est le vôtre, qui est celui des vôtres, à l'Assemblée nationale, que depuis des mois, vous salissez. Alors nous allons voter ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on est ensemble. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Elles sont prises en compte et je vous remercie. Cette motion est adoptée. Merci à toutes et tous. Je vous informe que le prochain conseil municipal aura donc lieu le 22 juin, que celui du 22 mai est annulé. Et je vous rappelle de garder dans vos tablettes la possibilité d'un conseil municipal le 9 juin pour l'organisation des élections sénatoriales à objet unique. Merci à tous.